Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé ces 2 derniers jours avec les derniers matchs de barrage pour participer à la Coupe du Monde 2026. Alors, il s'est passé énormément de choses, on a vu énormément de matchs, de résumés. On va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Évidemment aussi, vous parler des Diables Rouges qui se sont opposés face au Mexique. Je fais partie des rares énergumènes à s'être réveillés à 3 heures du matin pour regarder ce match amical. Donc voilà, je vais vous en donner un petit débrief. On va parler évidemment de l'Italie qui s'est fait éliminer, de la qualif du Congo et des autres matchs un petit peu de notifier qui s'est qualifié et en faire une petite réaction. Pas à chaud du coup, mais un peu plus à froid. Voilà. Je vous propose de commencer par le séisme dans le football qui s'est passé lors de ces matchs de barrage. C'est malheureusement l'élimination de nos amis italiens, de la Squadra Azzurra, des hommes de Gattuso, qui se sont tombés dans un scénario de film. Encore une fois, oui, jamais 203. Malheureusement, cette Italie a été incapable de se qualifier. Et pourtant, tout avait bien commencé dans ce match-là, en Bosnie, euh, où ils ont réussi, grâce à Moïskine, à ouvrir la marque. Et, et- et- et je regardais le match et je me disais à ce moment-là, bon, bah ça y est, ils ont peut-être finalement vaincu leurs démons, même si on sentait un petit peu que ces Bosniaques étaient quand même prêts à partir à la guerre, vraiment, dans un stade très hostile, on l'a dit, vraiment un vieux stade de district comme ça, qui est très proche du terrain, avec énormément de supporters qui ont mis une ambiance vraiment de feu là-bas, c'est le cas de le dire, pardon, et ça a été comme ça tout le match. Et le poids, la pression des échecs passés au niveau italien, c'était ça la question, est-ce qu'ils allaient porter cette pression-là ou est-ce qu'ils allaient pouvoir se libérer et au début, il faut quand même dire, c'était pas trop mal, hein. On sentait, je trouve, une Italie en première mi-temps qui était bien en place. Gattuso avait quand même mis une bonne petite tactique en place, un milieu de terrain très très fort, hein. Vraiment, ce trio là au milieu de terrain n'a rien à envier à énormément de très bonnes équipes au monde, hein, que ce soit Barella, Locatelli et mon ami, j'ai oublié du coup, enfin bref, euh, 3 joueurs qui sont vraiment très très costauds, vraiment qui peuvent vous renverser un match très rapidement et mettre un certain impact. Et quand vous avez aussi un Di Marco sur les ailes qui apporte ce surnombre. Donc, ouais, non, c'est allez, très intéressant. Après l'ouverture du score de notre ami Keane, je me suis dit, ça y est, là, on est bon. Et puis, arrive le tournant du match où vraiment, là, tout s'est effondré. C'est ce carte rouge que prend Bastoni. L'attaquant bosniaque part un peu vers le but, mais de manière un peu excentrée quand même, hein. Moi, je trouve vraiment que son tacle est un peu suicidaire, un peu assassin. Je suis pas certain qu'à ce moment-là du match, il fallait y aller comme ça, avec une telle intensité. Ça a vraiment mis tous ses coéquipiers, évidemment, en difficulté. Et voilà, est arrivé ce qui est arrivé par la suite, évidemment. Ce tacle-là, avec son expérience, un joueur comme Bastoni devait pour moi un peu plus se retenir. Et ouais, Clément Turpin n'a pas eu le choix que de mettre une carte rouge. Voilà, et à partir de ce moment-là, ouais, on a senti le scénario catastrophe. Ça a galvanisé les Bosniaques, hein, vraiment. Et en deuxième mi-temps, tout de suite, on les a sentis, mais complètement acculés. Très vite, hein, que ce soit aux alentours de la 60e, Donnarumma avait déjà dû s'employer à de maintes reprises avec des parades exceptionnelles. Donnarumma,
presque sauveur de la nation, vraiment, qui a sorti une deuxième mi-temps exceptionnelle avec des arrêts, encore une fois, venus d'ailleurs. Et on l'a senti très frustré, et c'est compréhensible, parce que vraiment, quel match il a sorti de Donnarumma. Il aurait pu être vraiment le héros de cette nation si les choses avaient relativement bien tourné. Et puis, ben, on sentait, hein, ça poussait de plus en plus. Et est arrivé cette égalisation vers la 79e minute de jeu. Catastrophe. Et là, ben, tout s'effondre parce que ben, beaucoup de changements ont été effectués et plus défensifs finalement. Et fait sortir ces deux attaquants. Retegui et Moiskin, il n'y avait plus que Esposito de manière un peu offensive, mais ouais, ça sent très, très léger pour revenir dans ce match-là. Et à partir, euh, à partir de là, bah, il restait 10 minutes. On sentait que ça allait possiblement tourner soit en faveur de la Bosnie ou aller aux prolongations. Et clairement, là, on ne voyait pas les Italiens reprendre le dessus dans ce match-là, avec peut-être une qualification au péno. Mais... Alors que ils ont eu quelques occasions, hein, vraiment, encore une fois. C'est Moiskin, je pense, qui s'est retrouvé en fin de première mi-temps sur une contre-attaque et il tire au-dessus. Ça, c'était vraiment dommage parce que là, il avait une belle balle de 0-2. Et là, c'était plié, je pense. Mais malheureusement, pour nos amis italiens, ben voilà, on connaît la suite. Ils ont été au péno. Donnarumma, ben, là, a été moins héroïque, malheureusement. Bon, une séance de pénalty, c'est difficile de lui en vouloir, évidemment, c'est une loterie. On a senti là ce poids, cette pression sur les joueurs italiens qui malheureusement ont complètement foiré leur séance de pénalty, qualification de la Bosnie. Et voilà, à un moment encore une fois historique, jamais 203. Voilà, force au peuple italien parce que bah oui, c'est toute une génération finalement qui ne connaît plus son pays en Coupe du Monde. Donc voilà, on fera encore une fois cette année une Coupe du Monde sans l'Italie, 4 fois gagnant du titre. C'est historique, hein, vraiment. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du football qu'un qu'un gagnant de Coupe du Monde soit absent 3 fois d'affilée. C'est quand même complètement fou. Voilà. Je vous propose ensuite de passer brièvement sur les autres qualifiés. On a eu notamment la Turquie face au Kosovo. La Turquie s'est imposée 1-0. Ça a été très très long pour nos amis turcs qui ont mis voilà, un certain temps. Le Kosovo a bien résisté, mais évidemment, ben voilà, c'était sans compter clairement en Turquie, nos amis turcs devaient faire la différence qui a été faite en deuxième mi-temps. Et voilà, je suis très content pour la Turquie parce que c'est une belle nation de football. On les avait redécouverts à l'Euro où ils avaient fait un très beau parcours, évidemment, avec les Yildiz, Arda Güler, des talents exceptionnels. Et cette équipe turque, elle mérite vraiment d'être suivie et ça risque d'être intéressant de les voir dans cette compétition à la Coupe du Monde. Ça fait depuis 2002, en 2002 qu'ils avaient plus participé. Donc voilà, bon retour à nos amis turcs et ça va être très très chouette de pouvoir les suivre. Ensuite, il y avait un match qui était complètement fou. La Suède face à la Pologne et la Suède s'est imposée malheureusement pour notre ami Robert Lewandowski qui aura sûrement vécu son dernier match au niveau international avec cette Pologne qu'il aurait tenté de tirer durant ces longues années. Voilà, ils ont tenu nos amis polonais, la Suède a pris l'avantage, ils sont revenus un moment à égalité. Donc ouais, non, très surprenant malgré tout. Mais c'était sans compter face à ce buteur Gyökeres qui a délivré la Suède en fin de rencontre et mis la Suède dans cette qualification. Retour de la Suède avec aussi là où il y a un vivier de joueurs mais très intéressant et un duo d'attaque monstrueux avec Isaac qui n'était pas là d'ailleurs. Mais si on a ce duo-là, Gyökeres, Isaac, ouais, cette Suède-là, offensivement, elle va être à surveiller. Ça risque d'être passionnant encore une fois côté suédois. Donc voilà, félicitations aussi à nos amis suédois. Et puis, le dernier, c'était République tchèque
au niveau européen, République tchèque face au Danemark. Je vous avoue que je voyais quand même les Danois passer, mais non, la République tchèque s'est qualifiée au péno dans un match que voilà j'ai un peu vu le résumé, qui avait l'air voilà dans l'engagement assez serré. Bon, ça s'est soldé aussi par un 2-2 après les prolongations et victoire au péno de nos amis tchèques. Très bon d'ailleurs le gardien tchèque, je l'ai trouvé assez intéressant. Donc voilà, un peu déçu pour les hommes d'Eriksen, Ålund. C'est une très belle équipe le Danemark, mais voilà, ça fait partie du football et de l'effet cruel qu'a un barrage où bah, tout se joue en un match et tout est possible. Donc il faudra compter sans ces belles petites nations qui sont arrivées au bout de leur barrage. Et donc au niveau européen, voilà un petit peu les derniers tickets qui ont été distribués. Ensuite, ben, il y avait nos amis congolais qui espéraient, après 50 ans sans participation à la Coupe du Monde, se qualifier. Ils étaient opposés à la Jamaïque de Léon Bailey et ils ont réussi. Ils ont réussi, après prolongation, à se qualifier 1-0. Ça n'a pas été simple, ça a été un match très particulier avec énormément de déchets. Les deux équipes ont un peu galvaudé, je trouve. C'était très spécial hein, comme match après avoir vu un petit résumé. Mais voilà, peut-être les Congolais étaient très stressés, hein, nos amis Léopards. Mais je suis très très content parce que vraiment, ce qui est en train d'être fait là-bas, c'est une belle équipe avec énormément de jeunes et de talents, notamment au milieu de terrain avec notre ami Noah Sadiki qu'on a bien connu du côté de l'Union et des petits joueurs qui commencent à faire leur chemin, hein, que ce soit Bissaka, Bakambu, voilà, ça commence à être des noms qui sont connus et là on a un beau petit collectif qui est en train de se mettre en place. Les hommes je crois que c'est Sébastien Desabre, je pense, qui a repris cette équipe-là depuis un petit temps et qui a réussi à qualifier le Congo. Donc on va les retrouver, hein, le Congo qui est dans le groupe quand même complètement fou du Portugal. Je crois que c'est Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Donc ouais, non, enfin, ça va être incroyable de retrouver le Congo face à CR7 potentiellement. Voilà, ça peut être une très très belle affiche. Donc félicitations aussi aux Congolais et on les suivra bien évidemment lors de cette Coupe du Monde. Ce sera encore une fois passionnant. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est toutes des équipes qui sont intéressantes et vraiment on aura à cœur de les suivre. Et des belles histoires comme ça, 50 ans sans Coupe du Monde et vous arrivez, quand on a vu j'ai plein de vidéos de scènes de fêtes, que ce soit en Belgique et dans le monde entier, la communauté congolaise est quand même très 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 grande et vraiment de voir ces scènes de joie, c'est vraiment très très chouette. Est-ce qu'on va revoir ce fameux supporter qui restait immobile pendant tous les matchs du Congo? Est-ce qu'il va faire le déplacement jusqu'en Amérique? Ouais, il avait quand même fait le buzz, notre ami. On les suivra. Voilà, nos amis léopards. Et le dernier ticket opposait pour aller dans le groupe de la France, France, Norvège, Sénégal, entre la Bolivie et l'Irak. Et c'est l'Irak qui s'est imposé 2-1. Alors là, je n'ai pas vu du tout de résumé. Mais voilà, c'est à notifier le dernier qualifié. Le dernier qualifié dans le dernier participant à cette Coupe du Monde. Donc, bonne chance à l'Irak, vraiment. Voilà, je ne sais pas quel jeu ils vont pouvoir proposer, mais ils sont vraiment dans le groupe de la mort. Ça risque de pas être simple du tout face à nos amis français qui ont fait deux matchs amicaux, mais d'un très très haut standing. Voilà, alors je vous propose maintenant d'enchaîner quand même par nos Diables Rouges, parce que bon, je me suis pas levé à 3 heures du mat pour rien, en travaillant le lendemain, je vous dis pas la fatigue, mais on va quand même débriefer, du coup, même si ce match évidemment était d'un ennui, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça, est-ce que ils étaient aussi en décalage horaire et ils se sont réveillés à 3 heures du matin? Je ne sais pas, mais bon,
match, en tout cas en première mi-temps, était complètement à l'avantage de nos amis mexicains ouais, c'est quand même très très fort, hein, le Mexique qui ont une sacrée technique, sacrée maîtrise de balle et vraiment, bon, Rudy Garcia avait fait tourner, donc on s'est retrouvé avec pas du tout la même équipe qui avait commencé face aux États-Unis. Donc là, on avait mis Matt Sales dans les buts, Castagne, Ngoy, De Winter en défense centrale. Il avait remis De Kuiper au back gauche. Milieu de terrain avec Tielemans et Witsel, Kevin De Bruyne. Et sur les flancs, Mika Götze, Luke Bacchio et Openda en point. Donc clairement, pas du tout, a priori, une équipe avec énormément de titulaires. Donc voilà, il y avait quand même des points d'interrogation où on voulait voir. Je pense que cette association de Winter et Ngoy, moi, elle m'intéressait vraiment parce que c'est deux mecs qui font plutôt une bonne saison et qui défensivement font le taf. Bon, est-ce qu'ils ont été hyper convaincants de Winter, peut-être pas. Moi, j'ai bien aimé Ngoy, je vous avoue, qui a été, je trouve, assez correct défensivement face à cette équipe-là. Maintenant, vraiment, nos latéraux, ça devient compliqué, je trouve, hein. On se fait souvent prendre sur nos flancs. C'est assez difficile. Et alors là, vraiment, au milieu de terrain, Tielemans, Witsel, c'est beaucoup trop lent, malheureusement. Bon, écoute, on va pas commencer à tirer sur Axel Witsel. Il est clairement là pour apporter son expérience. J'ai plus aimé son positionnement en deuxième mi-temps où il redescendait un petit peu défensivement pour redistribuer. Voilà, là, il est intéressant avec son expérience, mais dans ce milieu de terrain, à deux en tout cas, comme ça, avec un Kevin De Bruyne qui joue plus haut, là, c'est beaucoup trop peu d'intensité là dans ce milieu de terrain. Vraiment, face à une équipe comme le Mexique, il faut blinder là avec un Onana, avec un Raskin éventuellement, ou alors on rajoute, je ne sais pas, hein, peut-être un Van Aken, bon, qui n'était pas là évidemment, mais il va falloir blinder cet entrejeu-là face à ce genre d'équipe qui vous mettent une intensité très importante. À souligner quand même les premières vraiment grosses minutes de Mika Götze, qui a été assez décevant, qui a pas pu exprimer vraiment son football. Donc bon, je suis pas certain que si voilà Trossard ou Fofana reviennent, qu'il fera partie du voyage. Mika Götze, il a été essayé, joueur pour l'avenir, mais ouais, sur ce qu'il a montré en tout cas, voilà, je suis pas certain qu'il aura vraiment droit au chapitre, et même s'il est sélectionné, de toute façon, ce sera en doublure de Doku. Mais voilà, je n'imagine pas vraiment Götze faire partie du voyage. Openda, même chose. Malheureusement, la longue sécheresse, longue traversée du désert continue pour lui. C'est compliqué. Néanmoins, j'ai quand même envie de souligner, évidemment, il n'est pas décisif et ce que vous voulez, mais je l'ai trouvé dans ce match-là, il a quand même obtenu, je trouve, c'était le joueur qui obtenait le plus de fautes. Il a réussi à garder quelques ballons, un peu comme Lukaku fait de haut but. Bon, ça reste minime, hein, je suis d'accord, mais par rapport à toutes les critiques qu'on peut lui donner, si on peut encourager un peu le garçon, je trouve que dos au but, il y a eu un mieux par rapport à ce joueur-là qui a réussi à obtenir quelques fautes en reconversion, alors qu'on était parfois dans un pressing assez intensif. Mais il y a vraiment que ça à mettre en avant parce qu'il s'est procuré aucune occasion, malheureusement. Il a de la rapidité, mais ouais, on sent que malheureusement ça prend pas. Il n'a pas non plus été hyper bien servi. Mais oui, on continue évidemment. C'est difficile encore de le sauver, notre ami Openda. Et est-ce que vous voulez vraiment que ce mec-là apporte tout seul en pointe? C'est pas possible, vraiment. Il n'a pas du tout le profil. Et alors, oui, peut-être avec deux attaquants, mais bon, Rudy Garcia n'a pas essayé cette formule-là. Donc, ouais, moi j'y crois pas trop. Et pourquoi Stassin ou Vermont n'aurait pas plus droit au chapitre que notre ami Openda. Donc voilà, Rudy Garcia continue à essayer de lui redonner confiance. Ça commence à puer vraiment cette histoire. Donc bon,
Dommage. Alors, par contre, le grand gagnant, je pense, de cette double confrontation côté belge, c'est clairement Dodi Lukebakio, qui lui a encore égalisé en deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps a été un peu plus rassurante quand même. Le début de deuxième mi-temps, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent côté belge, où ils sont revenus avec des meilleures intentions, un meilleur pressing. C'était déjà un peu mieux que cette première mi-temps où on était complètement aux abois. On prend encore aussi un but, il faut le dire, hein, sur phase arrêtée, 2 fois sur corner en 2 matchs. Ça commence à faire beaucoup. Je pense que ça va donner clairement des indications à nos adversaires, mais il va falloir être beaucoup plus ferme sur les phases arrêtées. Et ça commence réellement à devenir un point faible. Côté Diable, alors, bon, dans ce match-là, même à Kevin De Bruyne, hein, j'en reviens de manière un peu individuelle, bon, clairement, ils ont joué au petit trot, les Diables, et ça peut se comprendre aussi. Bon, voilà, énormément de matchs sont encore à prévoir. Néanmoins, bah voilà, ils ont fait un team building en groupe, on a pu voir un petit peu redonner du temps de jeu à certains. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc je l'ai dit, le grand gagnant pour moi c'est Lukebakio, hein, clairement de ces 2 rencontres, le mec met 3 buts. Je pense il risque d'être titulaire, mais il y aura concurrence avec Salemakers et c'est bien parce que bon, j'aime beaucoup aussi Alexis Salemakers. Il peut clairement apporter dans cette position, mais là avec Lukebakio, Salemakers, au niveau du côté droit, on est plutôt pas mal. À noter aussi la bonne montée, je trouve, de Charles de Ketelaar quand il est passé un peu en numéro 10. Il a été très très bon, meilleur que quand il est en faux numéro 9. Donc évidemment, ça te passait avec Kevin De Bruyne, mais quand il descend un peu plus dans le jeu et qu'il a un peu plus de possibilités, on remarque qu'il a quand même un certain talent, notre cher ami, enfin, qui n'était plus à démontrer. On le sait qu'il a du talent, ce Charles, mais voilà, ça peut être aussi un élément à prendre en considération. Voilà, pour les infos côté belge et ce match à 3 h du matin qui était assez dur, je vous cache pas à regarder. Néanmoins, pas de blessés, donc tout ça est positif côté belge. J'espère que Rudy Garcia aura tiré les meilleurs enseignements de ces 2 rencontres. La suite au mois de juin, avec 2 matchs amicaux. Dans mes souvenirs, il y en a un contre la Croatie et la Tunisie, je pense, quelque chose comme ça. On verra avec la dernière sélection qu'on débriefera, bien évidemment. Donc j'en reste là sur cette confrontation, ces derniers matchs pré-Coupe du Monde. C'était quand même très intéressant. Je me suis personnellement régalé pendant ces quelques jours où on a pu suivre pas mal de nations. Donc on se prépare pour la Coupe du Monde, ça va être long, ça va être costaud, on va essayer de suivre tout ça un maximum, de se préparer un calendrier pour pouvoir suivre les matchs, gérer son sommeil, parce qu'il y a beaucoup de matchs la nuit, donc on va essayer de cocher toutes les petites croix de tous les matchs qu'on va essayer de suivre et de débriefer tout ça sur la chaîne. Donc si vous êtes toujours partant pour suivre la Coupe du Monde ici chez Del Piazza, n'hésitez pas à vous abonner, mes chers amis. Voilà, j'en reste là sur cette longue vidéo. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette élimination de l'Italie, de la qualif de nos amis congolais et de la prestation plus ou moins très mitigée de nos Diables Rouges. J'attends vos avis en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Je vous remercie à toutes et tous et à très vite sur la chaîne de Del Piazza. Il y a un retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Évidemment, on débriefera ça tous ensemble. Ciao, ciao les amis.